Thématique annoncée pour moi, pour notre couple de gagnants, entre guillemets. C'est un exposé sur la folie. Voilà, puisque j'en ai fait pas mal les frais et que peut-être vous aimeriez en entendre parler au travers de ma personne. Le sujet est assez grave et le sujet, je dirais, est assez personnel pour que ce soit pris avec réellement avec des pincettes. Donc, ce que j'aimerais, en tout cas en l'état, c'est ce que j'attends aussi de vous en tant qu'auditeur, hein, c'est que vous preniez ce que je vais dire comme un témoignage. Pas seulement comme un exposé en réalité, mais comme un témoignage de mes expériences, de mes diverses expériences en tant que psychiatre à des moments, dans des vies que j'ai pu vivre, mais aussi en tant que patiente, puisqu'il est toujours utile pour un psychiatre que de s'offrir, entre guillemets, au service de la psychiatrie pour voir comment est adaptée la prise en charge et de ce fait, comment elle peut être mieux développée, mieux servir la réalité psychique des patients. Du fait, je vais m'éloigner très rapidement du sujet. Je ne vais pas rentrer dans une critique des aspects financiers liés au commerce de médicaments, des laboratoires, sachant qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais surtout en termes politiques, puisque beaucoup de laboratoires se positionnent dans les hôpitaux, que ce soit des hôpitaux classiques, des maternités ou... enfin, des maternités, ça coûte moins cher en médicaments, mais en termes de psychiatrie aussi, où là, c'est vraiment tout bénef. Donc, je vais passer outre ce sujet, même si j'en fais je fais un petit arrêt sur image sur ce phénomène-là, puisque à un moment donné, c'est un phénomène social qui date depuis en tout cas plusieurs siècles, que la maladie a en réalité été élevée au rang de relations commerciales entre les pouvoirs publics, les médecins et les patients. Qui sont en demande aussi d'être rassurés pour des maux qui sont en réalité souvent le résultat symptomatique de malaise, de mal-être sociaux aussi, puisque nous le savons, nous vivons diverses fatigues psychiques et d'abus depuis plusieurs temps maintenant, et que diverses maladies se sont développées avec le temps, ce qui est à dénoncer, puisque en réalité, au début de ce monde, il n'y avait pas autant de maladies. Donc c'est le fait des hommes s'il y a des maladies, et ce n'est pas le fait du Saint-Esprit. Voilà, donc c'est les mauvais commerces et les mauvais travers et la mauvaise hygiène qui ont fait que nous en sommes arrivés là. Nous en sommes aussi arrivés là par le biais de croyances, dans le fait où effectivement on a l'impression qu'on a besoin de quelque chose d'extérieur à nous pour soigner quelque chose à l'intérieur de nous. C'est une croyance comme une autre, elle fonctionne, comme elle peut aussi être contre-argumentée, puisque on peut aussi parfois trouver les solutions au sein même de notre propre personne et d'autres croyances. Bon, alors, de fait, je vais quand même juste parler sur une forme d'hégémonie un petit peu de point de vue qui a été pas mal dénoncé par divers maîtres conférenciers sur le fait qu'il n'y a qu'une seule vision à garder d'une méthode médicale pour soigner les maux. L'allopathie, en l'occurrence.
Et je souhaite dénoncer quand même un peu cette vision hégémonieuse, parce que bien qu'elle ait raison d'exister, on n'est pas obligé d'en être les esclaves physiques, psychiques, et que tous nos faits et gestes soient notamment alimentaires, hein, soit aussi reliés aux faits pharmaceutiques et laborantins. Voilà. Donc, effectivement, donc je vais aborder le thème de la folie, mais je souhaite, en disant cela, faire appel à la conscience du bon sens, hein, c'est-à-dire de l'analyse qui se veut être droite, juste, bienveillant envers les personnes, et dire en réalité, voilà, il y a des faits de commerce qui sont délétères pour notre santé, et dont les intérêts de groupe passent avant les intérêts individuels collectifs de la population humaine. Je dis bien intérêts individuels collectifs. Voilà, donc c'est-à-dire des gens qui n'appartiennent pas à des sectes, ni forcément à des communautés, ni forcément à des groupes, qu'ils soient des groupes sectaires ou des groupes attachés à des groupes de lobby, hein, de financiers, de financement, d'investisseurs. D'accord? Voilà. Bon, donc, ce que je sais, c'est que juridiquement, la folie est quand même utile à des fins de se dédouaner de certains faits ou méfaits qui peuvent être pénalement punis, hein, ou civilement aussi. Il y a aussi de ce fait, de cette possibilité sociale, hein, de pouvoir se dédouaner vis-à-vis de la société par ce biais-là, des, on va dire, sûrement des échanges, hein, de bons procédés, hein, comme on appelle ça, c'est-à-dire je t'ouvre cette possibilité-là, mais tu me laisses une autre possibilité, ou de croquer tel truc, ou d'avoir, ou de faire un échange, enfin bon bref, chacun a ses moyens pour pouvoir faire valoir une capacité de se sortir d'un pétrin, hein. Puisque tout est souvent imbriqué, relié, donc on laisse aussi des ouvertures juridiques potentiellement pour libérer des situations qui semblent inextricables et souvent aussi peut-être injustes, hein, en réalité. Donc, la folie est aussi un domaine qui s'est développé notamment au travers du 19e et du 20e siècle. Hein, on le sait, les cas d'hystérie ont augmenté, les cas de folie. Pourquoi? Beaucoup de femmes se sont saisies d'aller voir des médecins de la tête, hein, psychologues et psychiatres. C'était dans le vent à l'époque, et de fait, ont aider à développer et à être observé en tant que profil psychologique, de manière à établir, c'est dit, profil psychologique de différentes personnalités, malades ou pas malades. Beaucoup de gens se sont prêtés à l'époque au jeu d'être cobaye. Hein, d'être cobaye, donc ça commence par une séance où on discute, où on échange. Des personnes établissent des tableaux ou prennent des notes sur ce qui est dit et ce qui est exploitable en termes de profilage psychologique, sans parler effectivement de profilage à but judiciaire, évidemment. Hein, voilà. Donc, il est quand même aussi important de noter que, ça on le sait, hein, dans différents cours d'études d'école,
hein. On étudie l'histoire de la prise en charge psychiatrique au cours de notre histoire, en tout cas en France, et que les méthodes pouvaient varier selon les pays aussi, donc c'est à noter aussi ça, mais qu'en grosse partie, il y a beaucoup de travail qui a été fait en Europe en ce sens, ça a été un peu le berceau de la psychiatrie, l'Europe, et de fait, il y a une prise en charge qui a évolué, et que par traitement bienveillant, nous sommes arrivés à un point vraiment voilà, de fait où on donne des médicaments. Il n'y a plus de traitement physique, voilà, donc de traitement physique, de maltraitance en réalité, comme ça pouvait être étudié, testé selon l'idée de ceux qui s'enquéraient d'être dit spécialistes puisque médecins, et qu'il suffisait de dire oui j'ai fait une petite spécialisation pour s'attacher à observer et à soigner des personnes atteintes de différentes maladies psychiques. Que aussi, sous l'influence d'un mauvais entourage familial, peut être augmenté ou diminué, et que parfois il a été quand même noté qu'en éloignant la personne, d'où l'idée de l'hôpital aussi, psychiatrique, c'est-à-dire on sort la personne de la famille, puisqu'en réalité il a été constaté à un moment donné qu'il y avait de la maltraitance des proches, il y avait de la maltraitance des familles, et qui ont poussé des personnes à réfléchir à cet état et en disant ok, il faut accueillir un public, il faut essayer d'évaluer comment on peut soigner ces maladies psychiques qui font que des personnes semblent être dans des cercles de continuum psychique en réalité dont ils n'arrivent pas à se sortir par manque de recul, par manque de conscience et par perte de lucidité carrément. Donc tout ça a été observé, ça a été un peu des moments d'ombre, de zones d'ombre aussi dans les recherches pour les psychiatres. On avait l'impression d'être un peu dans des zoos où on pouvait entendre des bruits d'animaux, quoi, c'est le cas de le dire. Mais en réalité, ce qu'il faut se dire, c'est que globalement, il y a eu des théories qui ont développé des soins par la force ou par le fait de contenir l'esprit donc dans des salles fermées, d'où la pièce, vous savez, très connue, qu'on appelle la pièce capitonnée, d'accord? Et donc la personne, si elle n'arrive pas à se contenir, va se cogner contre les murs, va crier, va appeler au secours, va insulter, parce qu'il est dans une crise de ce qu'on appelle du délirium, d'accord? Donc à un moment donné, il y a un surplus d'informations psychiques, et de fait, cela, selon le passif, selon les prises de stupéfiants aussi, car elles jouent un rôle aussi dans la capacité à contrôler ce qui est de l'ordre de la conscience ou pas, de ce qui nous appartient ou pas. C'est pour ça que la méditation et la science du bouddhisme, elle est excellente pour ce qui est attrait à la psychologie et à la psychiatrie en général. Et de fait, des soutiens par ce biais-là n'est pas irresponsable, au contraire. On peut aussi, en Occident, s'enquérir de méthodes qui font évoluer la santé des patients et pas juste dire nous défendons un modèle et donc nous devons défendre ce modèle coûte que coûte. Voilà, ceci est dommage, ceci crée une inertie, ceci crée un immobilisme qui est néfaste pour toute la société car nous sommes fondés sur le mouvement. Sinon, notre Terre serait statique si elle n'était pas fondée sur le mouvement. Si elle était fondée sur l'immobilisme, elle serait immobile, ce qui n'est pas le cas. Notre planète est en mouvement, le système solaire est en mouvement. Ceci est donc une guidance pour nous dans notre manière d'indiquer et de soigner et de pouvoir réfléchir selon les différentes disciplines que nous avons développées ici, voilà, sur notre planète. Donc, qu'est-ce que je voulais dire aussi ?
La folie est un moyen aussi social de pouvoir départager ce qui est de l'ordre du non réfléchi, hein, du non consenti aussi en réalité de manière lucide, non organisé, non projeté hein, aussi, c'est-à-dire il y a des projections potentielles, mais pour autant, l'hypothèse fondée, c'est que en réalité, cela ne se base pas sur des faits concrets. Cela est fondé sur une réalité qui est attractée, hein, l'attraction de la réalité de la personne en réalité est un petit peu altérée. Donc elle a une conscience altérée de la réalité, ce qui fait qu'à un moment donné, elle n'est plus adaptée à la réalité telle qu'on la voit, nous, de manière commune. Ce qui fait qu'elle devient marginale à notre réalité, puisqu'elle en a une lecture différente, c'est-à-dire altérée par rapport à notre lecture, à nous. De fait, il y a différentes raisons, il y a différentes encore, effectivement, il peut y avoir des raisons, je vais le dire, hein, je vais assumer, karmiques, voilà. C'est-à-dire selon ce qui a été acquis au fil des vies précédentes, cela peut nuire la lecture de la réalité actuelle. Hein. C'est-à-dire que s'il y a des culpabilités inconscientes ou un regard de la réalité, cela peut venir, altérer l'observation et l'analyse de la réalité qui est vécue au jour le jour, aujourd'hui. Il y a, au-delà des réalités karmiques, il y a aussi des réalités liées à la famille, donc à l'éducation, à la tradition familiale, qui fait que cela ne peut ne pas coller avec la personnalité de la personne. Pour autant, la personne s'identifie tellement, elle s'identifie tellement au travers de sa famille, qu'elle se dit qu'elle n'est pas à la hauteur de cette famille-là et donc va se trouver des raisons pour pouvoir survivre dans cette famille qui vont lui faire beaucoup de mal. Parce qu'en réalité, la famille n'identifie pas l'état d'esprit de la personne, elle ne s'en inquiète pas plus que ça non plus, ne porte pas plus d'attention aussi, et qu'à un moment donné, il se trouve que la personne se sentant un petit peu démunie, trouve des chemins altérés pour connecter sa réalité à elle avec la réalité de la famille. Et pour autant, il y a des connexions, il y a altération dans l'interprétation relationnelle, dans l'interprétation des faits et des comportements des uns et des autres. Et il peut y avoir surinterprétation aussi, et surobjectivité et sursubjectivité aussi de la part de tout le groupe familial. Bon. Donc, de fait, il y a une réalité liée à la tradition familiale, il y a une réalité liée à l'aspect karmique, il y a une réalité aussi donc, qui n'est pas assez dénoncée, hein, et moi je vais l'assumer, c'est-à-dire il y a des faits de sorcellerie, où il y a dans l'entourage et dans le voisinage qui font appel à des photos qu'on se prête, qu'on se donne, qu'on photocopie, qu'on prend sur les réseaux sociaux, etc. Et il peut y avoir des personnes qui font des rituels de malveillance hein, sur les photos d'autrui. Cela aussi peut jouer sur des faits de schizophrénie notamment, puisqu'il va insinuer et induire beaucoup de voix dans l'esprit visé de la personne. Donc cela, j'assume, et je suis peut-être un précurseur, je suis désolée d'assumer comme ça, mais je m'en fiche, de pouvoir le dénoncer et d'en parler. Hein. Il y a aussi beaucoup de cas d'inceste. Il y a aussi beaucoup de cas de violences sexuelles et de violences psychologiques aussi au travers de différents profils qui ne sont pas assez dénoncés dans la société. Et les violences sexuelles ne sont pas assez dénoncées aussi dans la société. Il y a encore beaucoup trop de tabous qui font que on a un surpeuplement dans les hôpitaux psychiatriques et qu'on n'a pas forcément de réponse à apporter, si ce n'est médicamenteuse. Et le travail psychologique, au-delà du fait hein, de dire voilà j'ai été attouché, etc., de le raconter, de le sortir, en fait en réalité c'est de la prise de conscience pour réaliser que ça s'est vraiment passé.
aussi, puisqu'il y a des personnes qui ont l'impression de l'avoir rêvé. C'est bien, ça fait du bien, en tant que patiente, je vous le dis, ça fait du bien de savoir que cela, ça s'est passé et que tout ceci est réel. Quand on laisse les gens dans le flou artistique alors qu'on est de l'ordre des médecins, à un moment donné, j'ai envie de dire, tu fais ton bif sur la gueule des patients, toi. Quel serment d'Hippocrate t'as fait? Donc voilà, il y a un petit problème aussi à ce niveau-là par rapport à vos serments d'Hippocrate, hein. Bon, Hippocrate était resté quand même respectable, mais enfin, j'ai quand même une petite rancune envers lui, puisque quand même c'est lui qui a validé, certes, un moyen de bien se soigner, mais pour autant, il en a usé et c'est lui qui a ouvert le droit à tout un tas de commerces. Il y a eu la mode des saignées pendant des siècles. Je lui en avais énormément voulu par rapport à ça. Il y a eu énormément de mode médicale et je me suis toujours dit c'est à cause d'Hippocrate. Et je me suis dit, ça ne m'étonne pas que les médecins fassent leur serment sur la tête à Hippocrate. Donc voilà, vous voyez, j'ai quelques rancunes comme ça du passé qui font qu'à un moment donné, le corps et la santé des personnes ne sont pas un business. Je suis désolée de vous le rappeler pour certains, mais à un moment donné, il va falloir vous regarder un petit peu dans le miroir avant de passer dans l'arme à gauche. Hein, voilà. Qu'est-ce que je veux dire d'autre ? Eh bien oui, il y a une petite étiquette, voilà, c'est énervant, et puis c'est comme ça énerve les gens, c'est bien fait. Voilà, et puis qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc la folie, voilà, la folie, la prise en charge. Alors moi je suis pour, hein, si ça intéresse quand même mon avis, parce que je sais que ça intéresse, je suis fatiguée de la technique de l'humiliation, notamment quand on est en chambre d'internement, en chambre d'isolation, où on est attaché, les bras en croix, les jambes en croix, et qu'on laisse les gens se faire dessus. Alors, je l'ai comprise, hein, la technique de l'humiliation, pour l'avoir vécu. C'est-à-dire, l'idée, c'est de retrouver de l'humilité et de se dire que tu n'es rien. D'accord ? Je suis pas sûre que ça marche sur tous les profils, déjà de une. Et de deux, c'est de la maltraitance. Voilà, c'est de la maltraitance. Donc, la bienveillance dans ce genre de schéma pousse aussi à moins de paranoïa. Je n'ai pas encore perçu, je vais peut-être le méditer, hein, chercher aussi, le principe, d'accord ? Le principe de développer le sentiment de paranoïa dans la société, hein, au travers notamment de vidéos complotistes, et puis dans tous les cas, après, de les viser, ces gens-là, ou de les, comment on appelle ça, surveiller, hein, par différents biais d'intelligence artificielle, ou par le biais aussi de partage, notamment sur ce qui est fait sur les réseaux sociaux, puisque ça peut être surveillé par des humains, notamment. Bon, voilà. Bref. Donc, le but, peut-être, c'est de noter les personnes qui ont tendance à être rebelles, à être... remettre en question les faits de société, les règlements, les lois, etc. Mais quand les lois et les règlements sont mal faits, on a quand même un droit, c'est notre liberté, hein, c'est que ça la démocratie aussi, de pouvoir hausser le ton et d'aller manifester si les manifestations servaient encore à quelque chose. Donc j'en ai assez quand même qu'on use de l'exemple de la Révolution française pour servir à tout bout de champ les principes de la République au travers de je sais pas quel principe en réalité qui dessert le peuple. Mais à un moment donné, j'ai envie de dire, on ne peut pas prôner une vision et faire l'inverse. Parce que c'est ce qui se passe quand même et ce qui énerve un petit peu tout le monde. Hein ? Bon. Donc aussi, il y a la technique inversée de pouvoir, voilà, faire valoir des règlements plutôt que d'autres. J'ai envie de dire...
on est tous fatigués, on en est tous à prendre des médicaments, on en est tous passés, je pense, par au moins quelques jours de repos en hôpital ou en maison de repos, parce qu'en réalité, il y a une fatigue psychologique dans ce pays qui est monstrueux, et je pense qu'on n'est pas les seuls dans ce cas-là, et qu'en réalité, si tant de médias séparent et ne donnent pas les informations de ce qui se passe à droite et à gauche, ce n'est pas pour rien, c'est pour nous enferrer dans des bulles psychologiques, de manière à ce qu'on croit ce qui nous est servi journalièrement, qu'il n'y a que notre petit monde qui existe. J'ai envie de dire stop. Stop. C'est vrai que ça rassure, c'est vrai que ça fait du bien, mais à un moment donné, on est rattrapé, on sera de toute façon rattrapé par ce qu'on a mis sous le tapis. Voilà, à un moment donné, l'amas de poussière sous le tapis, ça se voit, ça fait des bosses, on marche dessus, on se casse la gueule. Vous voyez? Donc, voilà. Aussi, donc ceci dit, j'ai parlé de la technique de l'humiliation. Ce que je tenais à dire aussi, c'est qu'il n'y a pas assez de rendez-vous avec des psychologues au sein même de l'hôpital psychiatrique. Le lien entre les psychologues et les psychiatries est très mal fait. Il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de séparation alors qu'elles ont le même but. Mais il y a des différences de méthode d'analyse alors qu'elles pourraient se compléter. Et je trouve cela très 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 dommageable parce que le psychiatre a beaucoup aussi à faire et que lui, ce qui l'intéresse, c'est quand même de voir si par rapport à la réalité, la personne, elle tient le coup. Et c'est tout. En réalité, voilà, il va donner le traitement adéquat pour que la personne tienne le coup par rapport à la réalité. Mais la réalité de la personne qui va en hôpital psychiatrique, c'est qu'il y a une fatigue et qu'elle a besoin de parler et que la prise en charge psychologique, c'est un problème de santé publique qui est monstrueux. Voilà, il est monstrueux. Et donc, je n'ai pas compris pourquoi il n'y a pas dans les hôpitaux psychiatriques des psychologues qui viennent pour prendre des rendez-vous avec les patients sur place. Et pourquoi c'est que dans les centres pour jeunes, foyers ou je ne sais pas quoi d'autre, alors qu'en réalité, les adultes aussi en ont largement besoin et que 5 séances remboursées par la Sécu, sincèrement, c'est pas assez. Je dis pas la totalité, mais une partie. Parce que là, on est quand même face à des personnes où la prise en charge dans le burn-out au travail est monstrueux. Et en fait, en tant que comme personne faisant partie de la population ici, dans ce pays, on se sent abandonné. Voilà. On se sent clairement abandonné. Alors certes, il y a quand même des aides sociales, mais on nous clochardise. On nous clochardise. Surtout que je dénonce quand même le fait qu'à partir d'un certain âge, c'est quand même plus difficile de trouver un emploi. Et ça veut dire qu'on est dans la logique du je sais pas quoi, qui ne veut que des jeunes femmes, que des gens riches, que des si, et on est dans un cliché apocalyptique. Et on est au temps de l'apocalypse, je pèse mes mots. On est dans un cliché qui porte l'apocalypse. Ça va jusque-là, en fait, l'apocalypse dans les relations sociales et dans la manière d'œuvrer à une société et de la faire vivre. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Le personnel en hôpital psychiatrique, il fatigue pour certains plus les patients qu'autre chose. Il y a plus de fatigabilité avec certains membres du personnel, alors que les gens sont parfois fatigués. On a envie de dire, le personnel, il prend part à quoi dans un hôpital psychiatrique normalement ? Enfin, il faut un peu avoir un sens thérapeutique quoi, dans son rapport avec les patients. Moi, parfois, je me dis, c'est quoi la formation des infirmières en hôpital psychiatrique ? Enfin, je veux dire, il faut quand même une petite formation sérieuse. Et pas être seulement formé sur le tas, en fait. Parce qu'en réalité, à l'époque, il y avait des gens soucieux et qui se transmettaient les informations, mais aujourd'hui, on a l'impression que les gens ne se transmettent même plus les informations pour se niquer. Tu vois, pour vraiment que la personne, elle soit bidon dans son travail et que tout le monde le voit. Et qu'elle soit pas aimée. Donc, je veux dire, à un moment donné, de ces stratégies-là entre collègues, c'est les patients qui en pâtissent aussi.
Et je trouve ça grave. Voilà, je trouve ça grave. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? La nourriture. Bon, la nourriture, je vais pas en parler, mais enfin, c'est meilleur qu'à l'hôpital. L'hôpital classique, c'est une horreur. En hôpital psy, on mange mieux, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? La prise en charge médicamenteuse, on n'est pas des chevaux. Voilà. Je le rappelle qu'on n'est pas des chevaux et que vous abusez en termes de contrat passé avec les labos, en termes de quantité à passer. Vous abusez. Surtout que c'est la meilleure période pour observer les patients, pour pas les surdoser, les surcharger. Surtout que c'est aux frais de qui, tout ça? Aux frais de l'État. Ben ouais. Donc l'État, voilà quoi. Il a bon dos. Non mais je le rappelle quand même. Voilà. Et puis aussi, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? L'hystérie, je vais quand même en aborder. L'hystérie, c'était un phénomène typiquement féminin et je vais vous dire que c'était à cause de quoi? À cause du manque de plaisir sexuel. Ça rend hystérique, le manque de vrai plaisir sexuel. Voilà. Et donc les mecs, aussi je suis désolée, vous avez des méthodes pour faire l'amour qui ne sont pas de l'ordre de faire des méthodes de faire l'amour pour les femmes. Pour beaucoup. Vous vous astreignez à faire valoir vos droits en termes de méthode de baise, hein, parlons bien. Mais sauf que les femmes, elles ont aussi ce côté de envie de douceur. Voilà. On y vient à cette douceur-là qu'il y a. Hein. Donc, on ne peut pas non plus se satisfaire seulement du pam, 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 et je te beu, et je te beu, et je te beu. Et si, et là, on a besoin aussi de douceur. Et sauf qu'avec le temps, à force de se prendre de la violence, on est arrivé à un monde qui vous ressemble. Et que de fait, moi, quand j'étais plus jeune, j'avais quand même besoin de plus de douceur pour prendre mon plaisir. Et que en grandissant à force d'eux, ben, j'ai perdu aussi ce besoin de douceur qui faisait chier un peu les mecs, apparemment. Donc, on est arrivé à un point de juxtaposition où vous avez gagné, messieurs, sexuellement. Vous avez gagné. Voilà, je vous l'annonce. Hein. Bravo. Félicitations, vous avez gagné, voilà. Vous avez des mortes hein, qui vous satisfont. Vous avez des gorges profondes qui vous satisfont. Vous avez des gros nichons, d'accord? Vous avez des gros culs, ok? Vous avez des tailles de guêpe. Vous avez des grosses bouches. Vous avez des gros sourcils. Je sais pas qu'est-ce qu'il vous faut de plus. Non? Vous avez les chattes refaites. Vous avez les trous du cul en veux-tu en voilà. Parce qu'en plus, ça veut enculer à tour de cul, hein, on va le dire. Donc, je veux dire, à un moment donné, voilà. On est dans un monde qui vous ressemble dans votre fantasme. Voilà. Donc ça aussi, ça rend un peu dingo. Vous voyez? Parce qu'au départ, on faisait les choses normalement. Mais qu'à force de volonté aussi de vous satisfaire, on a nié, nous, nos besoins à nous, de nous satisfaire à nous. Vous voyez? Donc tout ça, messieurs, va falloir en être conscient aussi. D'accord? Parce qu'on a appris à prendre du plaisir de manière à ce que vous soyez satisfait, vous, en premier. Et ça, c'est historique. Et donc, ouais, parfois on est hystérique, ouais. Parce qu'on est mal regardé. Votre attention, elle est mal portée. Alors après, qu'il y ait des tarés, hein, que vous satisfaisiez tout le temps et qui n'en étaient jamais satisfaites, je connais l'histoire. Hein. Mais là, je voulais marquer le coup. Pour vous faire un grand rappel à vous tous là. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi d'autre sur la folie? Ah oui.
La marginalisation de la société. Hein, la marginalisation de la société. Alors certes, des gens qui sont en psychiatrie, qui ont fait de la psychiatrie, ils ont eu des expériences lourdes. Lourdes. Hein, c'est des chocs. Parfois, c'est des traumatismes pour certains. Mais c'est des grands chocs psychologiques. Et ça vous transforme. Voilà. Pour autant, ça ne fait pas de vous un monstre. Hein, ça ne fait pas de vous quelqu'un de différent de la masse. Sachant que il y a notre société qui est, pour moi c'est un constat général et je pense qu'on est nombreux à pouvoir le faire, qui est malade. De fait, on a beaucoup de malades. Parce qu'on ne prend pas le taureau par les cornes dans cette société. Voilà, tout le monde est là à baisser la tête, à baisser le front. Donc on a ce à quoi on a œuvré. Ce qu'on a semé, on le récolte. Voilà la France qui a été semée dans les années 60 et que nous avons récolté, c'est-à-dire ceux qui avaient levé le front dans la Seconde Guerre mondiale ont été remplacés par ceux qui l'avaient baissé. En termes de fric, en termes de position sociale, en termes de statut. Notamment ceux qui étaient revenus des colonies, là. Plein de fric qu'ils ont pu investir à tour de bras. Ceux qui étaient restés en France, ils ont galéré, ils avaient tout perdu. C'est vrai ce que je dis. Donc pourquoi aussi on est ratiboisés certains là, alors qu'on est des guerriers, on est des vrais combattants? Eh bien parce que c'est les grands colonialistes qui sont revenus de leur campagne, mais plein à craquer de pognon. Et qu'ils ont pu investir à tour de bras dans le pays. Sauf qu'après, les fils, ils ont tout revendu à l'étranger. Basta. Histoire. Voilà aussi à un moment donné pourquoi on pisse dans le vent dans ce pays. Les couilles, elles sont parties avec la Shoah. Voilà, les couilles de la France, elles sont parties avec la Shoah. Vous voulez que je vous le dise, ça? Alors que c'est un pays de Gaulois. Niveau couilles, on les portait même sur les moustaches, les couilles. Et sur les casques. Regardez-moi ça. Bon, je vais m'arrêter là parce que je vais dévier. Donc bonne soirée.